Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé détaillé de Plus belle la vie, encore plus belle, épisode 494, un épisode où la tension atteint un point de non-retour. Rien ne va plus au Mistral. Une disparition inquiétante fait voler en éclats les équilibres déjà fragiles, plongeant Luna dans une spirale de peur et de culpabilité dont elle ne voit plus l'issue. Martin s'est volatilisé, et chaque minute qui passe rend l'angoisse plus insoutenable. La police s'active, les certitudes s'effondrent, et la fuite d'un adolescent désespéré va le conduire là où personne ne l'attendait, au cœur du danger le plus absolu. Pendant que l'enquête piétine et que les tensions montent au commissariat, d'autres trajectoires prennent forme au Mistral. Des projets de famille se dessinent, des choix de vie s'affirment, et certains personnages tentent de se reconstruire, convaincus que l'avenir peut encore s'écrire autrement. Mais dans cet épisode, chaque espoir semble avoir son revers, et chaque décision entraîne des conséquences irréversibles. Et comme si cela ne suffisait pas, une ambition nouvelle émerge, une rencontre inattendue vient troubler les certitudes, tandis qu'un événement d'une noirceur extrême va faire basculer l'intrigue dans une dimension bien plus sombre. Ce qui commence comme une fuite devient un cauchemar. Ce qui semblait être une erreur de jeunesse se transforme en menace mortelle. Un épisode intense, haletant, chargé d'émotions et de contrastes, où Plus belle la vie, encore plus belle rappelle que, au Mistral, la frontière entre l'espoir et le drame n'a jamais été aussi mince. Si vous êtes prêts, on entre tout de suite dans le détail de cet épisode 494. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'angoisse monte d'un cran et fait basculer Luna dans une véritable spirale de peur. Affolée, Luna Torres se rend en urgence au commissariat. Elle retrouve Idriss Salem et lui annonce une nouvelle alarmante: Martin n'est pas rentré de la nuit. Depuis leur violente dispute, elle est sans nouvelles de lui, et l'inquiétude devient insupportable. La culpabilité la ronge. Luna avoue qu'elle a perdu le contrôle, qu'elle a giflé Martin après qu'il lui a lancé des paroles d'une extrême violence. Elle est en état de panique, persuadée que ce geste a tout fait basculer. Face à son désarroi, Idriss adopte une attitude calme et rassurante. Il lui explique qu'il prend la situation très au sérieux et qu'un signalement va être lancé immédiatement. Même si les tensions entre eux ont été fortes par le passé, Idriss met tout de côté pour se concentrer sur l'essentiel: retrouver Martin sain et sauf. Son professionnalisme et sa bienveillance permettent à Luna de reprendre un peu son souffle, même si l'angoisse reste omniprésente. Pendant ce temps, Martin n'a pas disparu sans laisser de traces. Martin donne rendez-vous à Lucie dans un cabanon isolé. Il lui a demandé de lui apporter de l'eau et un vêtement chaud, notamment la veste de Jean-Paul Boé, preuve qu'il cherche avant tout à se protéger du froid et à tenir le coup. Lucie, fidèle et attentionnée, ne vient pas les mains vides. En plus de ce qu'il a demandé, elle lui apporte des gâteaux et des bananes, comme pour recréer un semblant de normalité et lui montrer qu'il n'est pas seul. Ces scènes parallèles renforcent la tension dramatique. D'un côté, une Luna dévastée par la peur et le remords. De l'autre, un Martin en fuite, fragile, qui se raccroche à Lucie comme à son dernier repère. La situation devient critique, et chaque minute qui passe rapproche un peu plus les personnages d'un dénouement incertain, où l'urgence humaine dépasse désormais toutes les autres considérations. À mesure que les événements s'enchaînent, la tension ne retombe pas et les trajectoires des personnages prennent des directions radicalement opposées, entre fuite désespérée et espoir de reconstruction familiale. Dans le cabanon, Lucie finit par dire la vérité à Martin. Elle lui annonce que Luna a prévenu la police et qu'un signalement a été lancé. L'information agit comme un électrochoc. Martin comprend que le temps joue désormais contre lui et que rester sur place devient trop risqué. Loin de vouloir se rendre, il élabore déjà un plan de fuite. Martin confie alors à Lucie son intention de quitter Aix en stop pour rejoindre l'île. Son projet est aussi dangereux qu'improvisé. Il explique qu'il compte se cacher à l'arrière d'utilitaires d'ouvriers pour passer inaperçu, profitant des trajets longues distances sans être vu. Cette décision révèle à quel point l'adolescent est acculé, prêt à tout pour échapper à la police et à ceux qu'il estime l'avoir trahi. Derrière cette fuite se cache un mélange de peur, de colère et d'un profond sentiment d'abandon. Pendant ce temps, au Mistral, une toute autre dynamique se met en place.
Ariane Ersan prend son courage à deux mains et annonce à Zoé que Jawad Sanga a trouvé un appartement idéal pour eux. Un logement pensé pour accueillir toute la famille, avec l'idée de vivre enfin ensemble de manière stable et durable. Zoé, surprise, ne répond pas tout de suite. Elle pose alors une question essentielle à sa mère. A-t-elle vraiment envie de cette vie commune ? Derrière cette interrogation se cache la peur du changement, mais aussi l'espoir d'un foyer uni. Ariane ne cache pas son désir. Elle reconnaît que cette perspective lui plaît, qu'elle rêve de cette famille recomposée à temps plein. Après un moment d'hésitation, Zoé finit par accepter. Elle dit oui. Un mot simple, mais lourd de sens. Cette décision marque un tournant majeur pour Ariane et Jawad, qui voient enfin leur projet se concrétiser, et pour Zoé, qui accepte d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Ainsi, pendant que Martin s'enfonce dans une fuite de plus en plus périlleuse, une autre famille tente de se construire sur des bases nouvelles. Deux chemins opposés se dessinent, portés par les mêmes thèmes chers au Mistral: la peur, le besoin d'être aimé et la quête d'un refuge où se sentir enfin en sécurité. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, un nouveau virage se dessine pour Thomas, porté par une ambition naissante et un désir sincère d'évoluer. Au détour d'une discussion, Blanche Marcy remet à Thomas Marcy plusieurs ouvrages consacrés à la gestion d'entreprise. Ce geste n'a rien d'anodin. Blanche a parfaitement compris que Thomas n'est plus seulement dans une logique de survie ou de gestion du quotidien. Il ressent désormais le besoin de structurer ses idées, d'approfondir ses connaissances et de professionnaliser davantage sa manière de diriger. Elle l'encourage ainsi à nourrir sa réflexion, à prendre du recul et à envisager son avenir avec une vision plus large. Thomas, de son côté, assume pleinement cette nouvelle étape. Il a clairement envie de passer à la vitesse supérieure. Longtemps guidé par l'instinct, l'expérience du terrain et le sens du relationnel, il ressent aujourd'hui la nécessité de comprendre les mécanismes plus théoriques du management, de la stratégie et de la gestion humaine. Ce n'est pas une remise en question de son parcours, mais plutôt une volonté de le renforcer et de le faire évoluer. Cette démarche se concrétise rapidement. Thomas assiste à sa toute première masterclass à la faculté, en tant qu'auditeur libre, sur les thèmes de la gestion et du management. Pour lui, c'est un moment important, presque symbolique. Se retrouver sur les bancs de l'université, écouter, prendre des notes, se confronter à des concepts plus académiques marque un véritable pas en avant. Il sort de sa zone de confort, animé par l'envie d'apprendre et de progresser. La surprise est de taille lorsque Thomas découvre l'identité de l'intervenante. Le cours est dispensé par Vanessa Kepler. Figure redoutable du monde des affaires, connue pour son intelligence stratégique, son exigence et son autorité naturelle, Vanessa impose immédiatement le respect. Son discours est structuré, incisif, sans concession. Elle parle de leadership, de prise de décision, de responsabilité et de vision à long terme avec une assurance qui force l'attention. Pour Thomas, cette rencontre intellectuelle est marquante. Entendre Vanessa transmettre son savoir, analyser les rouages du pouvoir économique et du management, résonne fortement avec ses propres aspirations. Cette masterclass pourrait bien être le point de départ d'une transformation plus profonde, où Thomas apprendrait à conjuguer son sens humain avec une approche plus stratégique. Entre encouragement de Blanche, soif d'apprendre et confrontation à une figure aussi imposante que Vanessa, Thomas entre dans une nouvelle phase de son parcours. Une phase où l'ambition se construit, non plus dans l'urgence, mais dans la réflexion et la volonté de bâtir quelque chose de durable. Pendant que l'enquête piétine autour de Martin, un nouvel obstacle inquiète la police, tandis que des tensions plus discrètes apparaissent au commissariat et qu'un échange inattendu vient bousculer Vanessa. Au commissariat, Idriss Salem fait un point crucial avec Luna Torres. Le téléphone de Martin ne borne plus. Aucune trace, aucun signal. Pour Idriss, la conclusion est claire, l'appareil est forcément éteint. Cette information renforce l'inquiétude. Elle laisse entendre que Martin cherche volontairement à disparaître, à couper tout lien, rendant les recherches plus complexes et l'angoisse de Luna encore plus intense. Chaque minute qui passe sans localisation accroît la crainte d'un geste irréversible ou d'une fuite de plus en plus dangereuse. Dans le même temps, un détail intrigue Ariane Ersan. Stanislas quitte le commissariat dès 15 heures.
Face au regard interrogateur d'Ariane, il se justifie en expliquant qu'il a commencé sa journée à 7 heures du matin. Une explication rationnelle en apparence, mais qui ne la convainc pas totalement. Ariane le trouve étrange, sur la défensive, presque fuyant. Son attitude lui paraît inhabituelle, laissant planer un doute silencieux sur ses motivations réelles ou sur ce qu'il cherche à éviter. Sur un tout autre registre, Thomas Marcy sort de sa masterclass profondément marqué. Il va trouver Vanessa Kepler pour lui faire part de son ressenti. Sans détour, il lui confie avoir trouvé son cours excellent. Ce qu'il a apprécié avant tout, c'est le côté concret, pragmatique, loin du blabla théorique qu'il redoutait. Pour Thomas, cette approche directe et ancrée dans le réel fait toute la différence. Il va même plus loin. Il dit à Vanessa qu'elle a du cran. Un compliment franc, spontané, sans arrière-pensée. Vanessa, peu habituée à recevoir ce genre d'éloges désintéressés, en reste presque déstabilisée. Elle n'en revient pas de cette avalanche de compliments, elle qui est plus souvent confrontée à la méfiance, à la critique ou à l'adversité qu'à une reconnaissance aussi simple et sincère. Ainsi, pendant que la disparition de Martin plonge Luna et la police dans une inquiétude croissante, des failles apparaissent dans les comportements au commissariat, et une nouvelle dynamique se dessine entre Thomas et Vanessa. Entre tension, suspicion et reconnaissance inattendue, le Mistral continue de faire émerger des vérités parfois dérangeantes, parfois étonnamment humaines. Au même moment, une annonce familiale vient redistribuer les équilibres du quotidien, entre soulagement, humour et promesse d'un nouveau confort de vie. Babette Nebou et Patrick Nebou réunissent Léa Nebou et Jean-Paul Boé pour leur annoncer la nouvelle, ils vont emménager juste à côté d'eux. Une décision mûrement réfléchie, pensée pour alléger le quotidien sans rompre les liens familiaux si forts qui les unissent. Babette assume pleinement ce choix et l'explique avec franchise. Selon elle, ils vivaient tous un peu trop les uns sur les autres. La promiscuité, même portée par l'affection, commençait à peser. Elle ajoute avec bienveillance que cette nouvelle configuration permettra à Léa et Jean-Paul de retrouver une forme d'intimité, un espace à eux, loin des allées et venues permanentes et du regard familial omniprésent. Derrière ces mots se cache une vraie attention, celle de préserver le couple tout en restant proche. Patrick, lui, voit cette nouvelle organisation d'un œil résolument positif. Il est convaincu que ce changement va être bénéfique pour tout le monde. À ses yeux, c'est presque la situation idéale. Ils resteront voisins, solidaires, disponibles les uns pour les autres, sans pour autant partager le même espace de vie au quotidien. Il résume la situation avec un sourire, la seule chose qui va désormais les séparer, c'est le palier. Cette annonce, loin de créer une distance émotionnelle, renforce au contraire l'idée d'une famille soudée mais mieux organisée. Chacun garde son indépendance tout en restant à portée de main. Une évolution naturelle, douce, qui reflète parfaitement l'esprit du Mistral, où les liens se transforment sans jamais se rompre, et où l'équilibre se trouve souvent dans ces petits ajustements du quotidien. Les émotions s'entrechoquent alors brutalement, passant de la surprise euphorique au désarroi le plus total. Alors que Patrick Nebou, Jean-Paul Boé et Léa Nebou savourent l'idée de cette nouvelle organisation familiale, le choc est immédiat. Ils croisent Jawad Sanga et Ariane Ersan, tout juste sortis de la signature du bail. La surprise laisse rapidement place à la joie. Ariane remercie chaleureusement Patrick de s'être porté caution, confirmant ainsi que tout est désormais officiel. La nouvelle déclenche une véritable jubilation chez Boé et Léa, ravis à l'idée de cette cohabitation de paliers qui promet solidarité, rire et une dynamique familiale encore plus forte. Mais pendant que certains célèbrent, d'autres vacillent. Luna Torres est à bout. Épuisée nerveusement, rongée par la peur et la culpabilité liées à la disparition de Martin, elle craque. Elle se confie à Thomas Marcy et Myrta Torres, laissant éclater son mal-être. Elle doute d'elle-même, de ses réactions, de ses choix, et surtout de ce geste qu'elle n'arrive pas à se pardonner. Thomas tente alors de la rassurer avec des mots simples et sincères. Il lui explique que, dans des situations de tension extrême, même les adultes les plus posés peuvent perdre le contrôle. Il évoque son propre vécu avec Gabriel, rappelant que cela leur est arrivé à eux aussi de dépasser une limite. Son intention n'est pas de banaliser, mais d'aider Luna à comprendre qu'elle n'est pas un monstre, seulement une personne à bout, dépassée par une situation trop lourde à porter seule.
Cette scène conclut une séquence riche en contrastes. D'un côté, des projets de vie qui se concrétisent et rapprochent les familles. De l'autre, une femme submergée par l'angoisse et le remords. Au Mistral, la vie continue de se jouer dans cet équilibre fragile entre bonheur partagé et douleurs intimes, rappelant que chaque victoire peut côtoyer une chute, et que la solidarité reste souvent le seul véritable refuge. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'intrigue bascule soudain dans une noirceur absolue, faisant courir à Martin un danger bien plus grand que tout ce qu'il avait pu imaginer. Caché à l'arrière d'un utilitaire, dissimulé sous une couverture pour tenter d'échapper au contrôle et au regard, Martin pense fuir une situation devenue ingérable. Mais cette fuite improvisée le plonge dans un cauchemar d'une violence extrême. Depuis sa cachette, impuissant et paralysé par la peur, il assiste à une scène glaçante. Un homme abat 2 personnes de sang-froid, sans hésitation, sans un mot de trop. Les gestes sont froids, méthodiques, irréversibles. Martin est tétanisé. Il n'ose ni bouger ni respirer. Son corps est figé, son esprit submergé par l'horreur. Comme si cela ne suffisait pas, les corps des victimes sont ensuite chargés à l'arrière du véhicule, déposés à quelques centimètres de lui. Pendant tout le trajet, Martin reste là, invisible, prisonnier de la scène, contraint de partager cet espace avec la mort, conscient qu'au moindre bruit, au moindre mouvement, il pourrait être découvert et éliminé à son tour. Le véhicule poursuit sa route jusqu'à un endroit isolé. Là, les corps sont enterrés, effaçant toute trace du crime. Martin comprend alors l'ampleur du danger dans lequel il se trouve. Il n'est plus seulement un adolescent en fuite, mais un témoin direct d'un double meurtre. S'il est découvert, il sait qu'il ne restera aucune place pour l'erreur, ni pour la pitié. Recroquevillé sous la couverture, le souffle court, Martin mesure brutalement les conséquences de ses choix. La peur n'est plus abstraite. Elle est là, omniprésente, écrasante. Chaque seconde devient une lutte pour rester silencieux, pour survivre, pour ne pas trahir sa présence. Cette séquence marque un tournant dramatique majeur. Martin risque désormais gros, bien au-delà de ses mensonges passés et de sa fuite. Pris au piège dans une spirale de violence qui le dépasse, il se retrouve face à une question terrifiante. Va-t-il réussir à échapper au pire, ou cette fuite va-t-elle le conduire vers une issue irréversible? L'épisode 494 de Plus belle la vie, encore plus belle se referme ainsi sur un vertige. Rien n'est réellement apaisé, rien n'est réglé. Au contraire, les fractures se sont approfondies, et les certitudes ont volé en éclats. La disparition de Martin n'est plus seulement une fugue adolescente, elle a ouvert la porte à une spirale de violence qui le dépasse totalement, faisant de lui un témoin malgré lui, pris au piège d'une réalité bien plus sombre que tout ce qu'il pouvait imaginer. Pendant ce temps, au Mistral, la vie continue d'avancer, parfois avec douceur, parfois avec une brutalité silencieuse. Des familles tentent de se réorganiser, de se rapprocher sans s'étouffer, de trouver un nouvel équilibre. D'autres cherchent à se reconstruire intérieurement, à donner du sens à leurs choix, à transformer leurs doutes en force. Mais dans cet épisode, chaque espoir semble fragile, suspendu à un fil, menacé par l'ombre d'un événement qui peut tout faire basculer à nouveau. Cet épisode marque un véritable point de rupture. Il ne s'agit plus seulement de tensions émotionnelles ou de conflits du quotidien, mais d'un basculement profond, où les décisions prises dans la peur, la colère ou la solitude entraînent des conséquences irréversibles. Et désormais, une question hante tous les esprits: Martin pourra-t-il échapper au pire, ou cette fuite va-t-elle sceller son destin de la manière la plus tragique qui soit? Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Les prochains épisodes s'annoncent lourds, imprévisibles, et chargés d'enjeux humains majeurs. Alors restez bien avec nous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce tournant dramatique. On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie, encore plus belle.